Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième masterclass de notre cycle Dans l'œil des artistes qui est modéré par Jean Deloisy en collaboration avec Frédéric Gros et qui est soutenu par la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. Et nous tenons à remercier Marie-Laure qui est présente parmi nous et qui arrive de Londres. Donc merci beaucoup. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Edith Dequinte qui, elle, arrive de Belgique ce matin. Donc merci beaucoup d'être présente. Et avant de passer la parole à Jean Deloisy, qui est notre formidable animateur et artisan de ces rencontres, nous souhaitions également adresser un petit mot d'accueil tout particulier aux lycéens de Stein qui nous ont rejoints cet après-midi, qui sont avec nous ce soir également pour la masterclass. Bienvenue à Sciences Po et on espère vous revoir très vite. Je vous souhaite une belle soirée. Nous vous donnons rendez-vous en automne pour la 3e masterclass. Et des informations, je ne vais pas tout dévoiler, seront données dans les semaines qui viennent par rapport à notre prochain invité de ce magnifique cycle. Merci Jean et bonne soirée à toutes et tous. Merci Delphine, merci Marie-Laure, merci Laurent, c'est formidable d'être avec vous. Vous m'entendez, j'ai l'impression ? Oui ? Bon, formidable. Donc, vous vous souvenez que ce cycle de conférences est consacré à la crise de la relation, auquel, au fond, dont le sujet évoque en quelque sorte, j'appelle ça la très actuelle, irascible remise en question de nos relations avec toute altérité, genre, espèce, culture, croyance, intérêt, une crise dont chaque jour, que ce soit dans la rue ou en Ukraine, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs sur Internet, vous pouvez mesurer l'étendue. Et donc c'est très passionnant évidemment. Et cette crise de la relation, d'ailleurs, on pourrait vous en dire 2-3 mots de plus. Frédéric Gros, mon cher complice dans cette aventure, dis-nous. Oui, je crois que le constat qu'on a fait avec Jean et avec d'autres, c'est qu'on arrive aujourd'hui à peu près au moment où on s'aperçoit que la connexion qui nous relie à tant de personnes, à tant de monde, à tant d'objets, devient presque un obstacle à la rencontre. Et on s'aperçoit qu'au fond, on est très connectés, mais qu'on arrive de moins en moins à faire des rencontres. Et la crise de la relation, c'est la crise de la rencontre, avec l'idée que rencontrer, c'est trouver ce qu'on ne cherchait pas. Voilà. Et l'art, précisément, nous permet de trouver ce qu'on ne cherchait pas, que ce soit au niveau musical, que ce soit dans une exposition. Voilà. Edith va nous dire tout à l'heure qu'elle n'est pas du tout d'accord, mais on va vérifier ça en cours de route. La dernière fois, nous étions avec Tino Segal. C'était un moment assez passionnant, je crois. Et il a affirmé dans le séminaire la dernière fois que lui qui se consacre aux relations interhumaines comme médium d'une certaine façon, il nous a expliqué que dans son travail, ces relations interhumaines, l'émotivité, l'affectivité, tout ce qui va avec cette idée de la rencontre, pouvait se passer de l'objet, en fait, et l'humain étant le seul médium qui lui était nécessaire. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, justement, on est... vous vous souvenez, quand on dit que l'art peut se passer de l'objet, ça vous rappelle quelque chose de très historique, de très précis. Au fond, vous vous souvenez de l'affaire Kandinsky qui arrive devant son tableau et qui, tout d'un coup, ne le reconnaissant pas, comprend que l'art peut se passer de l'objet, effectivement, mais pas du tableau. Et aujourd'hui, à contrario, on peut s'interroger sur des éléments, si cette crise de la relation avec le monde des objets, donc qu'évoque Tino, ne viendrait pas d'un manque d'attention au mystérieux monde des choses. Ces innombrables objets que nous considérons comme de simples marchandises, dont nous sommes envahis, sans leur prêter peut-être une attention qui permette de nous ouvrir à leur histoire, à leur charme et à leur propriété, ce qui est quelque chose dont vous allez entendre parler aujourd'hui, puisque c'est un des sujets sur lesquels travaille Edith Dequinte, mais que je vous présenterai plus largement dans quelques instants. Mais j'aimerais que sur ce rapport objet-marchandise, peut-être Frédéric puisse nous dire quelque chose. Oui, quelques secondes seulement. C'est vrai que, au fond, ce qu'on appelle la marchandise, c'est peut-être un objet quand il est prisonnier de son utilité, quand il est réduit
à sa valeur. Et j'ai toujours été très sensible à ce très fameux chapitre dans le Capital de Marx, qui est un des grands textes qui précisément tente de comprendre ce qu'est l'être marchandise, chapitre qui s'appelle Le fétichisme de la marchandise, où au fond Marx dit quand vous voyez l'objet marchandise, qu'il est là presque avec son étiquette qui indique sa valeur, sachez qu'il est en train de vous mentir. Sachez qu'il est en train de mentir et que ce mensonge, si vous parvenez à percer l'énigme de ce mensonge, vous percerez en même temps l'énigme de la religion. Et cette espèce d'incantation du Capital de Marx, et il me semble que l'art y répond en tentant de détacher l'objet, soit qu'on le prenne avant l'être marchandise, soit qu'on le prenne après, en tout cas de le détacher de ce statut pour l'ouvrir à une autre vérité. On est très près des sujets qui vous concernent, Edith. Et avant même que je vous présente, peut-être que vous auriez une réaction sur cette question du rapport entre l'objet et la marchandise. Je pense que le matérialisme, bizarrement, enfin pas bizarrement, tout à fait normalement, a oublié la matérialité. C'est-à-dire que le fait de consommer toujours plus vite les choses nous ont fait complètement oublier quelles étaient les choses, à quelles choses on avait affaire. Et donc je crois qu'il y a un vrai antagonisme entre le matérialisme et la matérialité. Voilà, c'est la seule chose que je vais dire par rapport à Marx, peut-être. Non, mais c'est très juste et très intéressant. Et vous allez voir par rapport au travail d'Edith qu'on va parcourir, dont on va parcourir quelques images tout à l'heure, que cela a beaucoup de sens. Edith est une artiste belge, une des très grandes artistes d'aujourd'hui, selon moi. Vous avez pu voir son travail à la Bourse du Commerce, vous avez pu le voir à Venise, vous allez pouvoir le voir où il est en ce moment, ou bien vous avez pu le voir à la Biennale de Venise il y a quelques années. C'est un travail qui est toujours extrêmement proche justement des objets, mais des matières et de tout ce que nous avons négligé dans l'objet, sa capacité, sa propriété, son l'absorption qu'il propose. Et Edith propose avec l'objet une sorte de relation à la fois contemplative, émotionnelle, lyrique parfois, alors que les compositions qu'elle fait sont très retenues. Et vous remarquerez, si vous allez voir l'exposition, elle est encore là, n'est-ce pas, à la Bourse du Commerce, vous remarquerez les cartels et vous verrez qu'on vous parle sur les cartels de terre craquelée de Martinique, de cuir d'agneau basané d'Australie, de toile de tissu originaire d'Inde, de feuilles de cuivre de Rhénanie, de soie qui aurait absorbé du café, de papier d'emballage qui aurait été mangé par des souris. Et toutes ces matières précieuses, parfois triviales parfois, ont eu des histoires. Elles nous racontent des voyages, elles nous racontent des situations économiques ou des situations politiques, des contextes que nous n'aurions peut-être pas su remarquer sans le travail et les compositions retenues d'Edith. Et au fond, une des premières questions que je voudrais vous poser, on va en regarder une peut-être, ou deux, c'est... Qu'est-ce qu'on va voir ce que vous avez... On a décidé de faire tout par hasard. Ça va être peut-être les objets d'abord, si c'est possible. On reviendra sur le film après. Et donc, je voudrais qu'on en regarde une et puis que vous voyez, au fond, comment, dans le silence de l'objet, et le film que l'on a aperçu, là, on va le revoir tout à l'heure, comment dans le silence de l'objet, je voulais une image, mais si tu... Oui, mais... Si tu... Oui. Non. Encore, un peu plus bas, voilà. Celle d'en dessous, oui. En dessous, voilà, par exemple. Et alors, ce sont des matières. Désolée, je vais me lever, j'ai l'impression d'être à un bar. Ce qui n'est pas désagréable, mais le verre te manque. Voilà. Non, je ne sais pas, je ne me sens pas trop bien là. Oui, donc les matières. C'est un peu comment ça... Je vais un peu expliquer comment j'en suis arrivée là, quand même, c'est important. Alors, j'ai eu la chance de grandir près de la mer, en Belgique.
Et donc, près de la mer, et aussi entouré de personnes qui fabriquaient beaucoup de choses à base de textile. Donc la matière, j'ai été assez vite immergée dans cette notion du textile et cette notion de l'espace et de l'architecture. Et je crois que ça vient de la mer. Parce qu'en fait, avec les très longues plages qu'on a en Belgique, le jeu que tous les enfants font, c'est de construire des châteaux de sable et puis de les voir se faire immerger par la mer petit à petit. Et comme j'y allais beaucoup, et que j'étais un peu, aujourd'hui on dirait hyperactive, très vite je me suis mise à construire des architectures, on peut appeler ça des architectures, des constructions, en imaginant comment dans leur structure elles allaient se détruire. Donc très vite, genre vers 6-7 ans, j'étais parvenue à des espèces de constructions. Je ramassais aussi des bois flottés pour que ça tienne un peu mieux. Enfin bon, je construisais des choses pour qu'elles aillent vers la destruction. Et d'autre part, j'avais à portée de main des gens qui faisaient de la couture, qui faisaient des chapeaux et des choses comme ça. Et j'avais aussi un jardin. Et donc, très vite, la couture s'est retrouvée dans le jardin et le jardin dans la couture. Enfin voilà, il y avait déjà au niveau des matières, je crois comme pour la plupart des enfants qui naissent dans ce genre d'atmosphère, et même je crois un enfant qui grandit dans le béton le plus bétonné, il trouvera un univers de matière autour de lui. Et en fait, je crois que quelque part, je n'ai jamais arrêté de pratiquer ces choses. Et donc, j'étais partagée entre le textile et l'architecture. Il se fait que la vie a fait que je n'ai fait ni des études de textile ou de design, ni des études d'architecture. Mais au sortir de mes... Donc j'ai fait des études de communication, puis des études d'art visuel. Et puis au sortir de mes études, du fait que j'avais employé beaucoup d'espace, j'avais fait beaucoup d'installations dans mon travail d'étudiante, ce qui était honnêtement peu courant à l'époque. J'avais beaucoup de mal à me tenir à une feuille de papier ou à un cadre. Tout ça, ça ne marchait pas pour moi. Et donc, j'ai très vite eu une demande de la part d'architectes pour intervenir dans l'architecture, ce que j'ai fait pendant quand même pas mal d'années. Et puis, en fait, le temps de l'architecture était un temps très long. Alors, j'ai pas peur d'un temps très long dans le faire des choses, mais l'architecture, ça a un temps très long de réalisation. C'est-à-dire qu'entre le moment où on pense à un projet et les 5-6 années qui s'écoulent jusqu'à ce qu'il soit réalisé, on n'a plus du tout envie de ce projet. Enfin, moi, j'avais plus du tout envie de ce projet. Et en plus, l'architecture, je me suis rendu très vite compte, c'est une manière d'indiquer comment les gens doivent se comporter dans un espace. Et donc, cette prise de pouvoir me gênait énormément. Et donc, petit à petit, même si j'aimais l'architecture, j'ai abandonné le fait d'installer des choses ou de travailler avec des architectes, même si c'était quelque part un de mes rêves qui se réalisait, puisque j'y intervenais en tant qu'artiste, mais pas avec des objets vraiment au niveau du concept architectural. Et je me suis dit, je vais faire des choses en tenant compte de tout ce que l'architecture m'a appris, mais où les gens vont choisir eux-mêmes d'y aller, vont choisir eux-mêmes comment ils vont bouger dedans, même si la manière dont j'installe fait en sorte que je sais plus ou moins comment les gens vont se comporter et bouger. Et donc voilà, mais je ne sais plus ce qu'on voyait après. Mais ce que l'on a vu passer là, ce sont des formes et des matières qui sont extrêmement silencieuses. Une des choses qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'évidence de message dans les objets. Quand on voit un monde d'objets dans une exposition de Laurence, par exemple, on voit un verre brisé, un citron qui se déroule, et on se dit, il y a un message, il nous parle de la brièveté de la vie, de choses comme cela. Et toi, il n'y a pas de parole, il y a un silence comme ça qui s'installe entre le regardeur et l'objet. Qu'est-ce que c'est que cette idée de l'art qui ne délivrerait pas immédiatement, peut-être dans un moment secondaire, de message ? Alors, je crois que tout au départ, pour être vraiment honnête, j'ai été très influencée par un livre de Umberto Eco qui s'appelait L'œuvre ouverte. Je ne sais pas s'il est encore lu aujourd'hui. C'est un très bon livre dans lequel on vous explique, où on parle beaucoup de Pollock en particulier, qui est le modèle de l'interprétation par le regardeur, au fond, de l'œuvre qui s'offre à votre interprétation.
Donc voilà, j'étais très impressionnée par ce livre. Et comment dire, en plus de cette expérience matérielle, quand j'étais tout au long de ma vie quelque part, j'ai grandi avec les primitifs flamands. Et puis j'ai découvert Vermeer, qui fait quand même la peinture la plus moléculaire qui soit, et où il y a un silence extrême. Vous avez entendu le mot moléculaire, c'est ça que tu as dit. Ouais. Et donc le silence c'est particulier parce que le silence c'est quelque chose. En fait, les objets que vous voyez, c'est bien souvent des objets qui sont faits au sein de mon atelier, par moi ou par d'autres, parce qu'en fait, on est toujours dans quelque chose qui est processuel. Il n'y a pas de projet au départ. Donc, je ne me dis jamais, tiens, je vais construire, justement pas comme en architecture, je ne fais pas de projet. Je trouve quelque chose, ou on trouve quelque chose, je dirais, parce qu'on est quand même 2, 3, et on se dit, tiens, si on met ça avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et donc, l'atelier, c'est plutôt un lieu d'entraînement, comme un entraînement physique, comme un entraînement de gymnastique, qui prépare à toute éventualité lors d'une situation dans l'espace. Puisque je tiens toujours, puisque l'architecture est toujours présente, à pouvoir dialoguer, faire dialoguer des objets avec un espace. Donc, les choses sont rarement, comme dans le modernisme, des expositions qui peuvent être itinérantes. Bien souvent, l'exposition, le projet, il est fait dans un lieu et pour ce lieu en particulier, même si des objets peuvent naviguer d'un lieu à l'autre. Et donc, dans ces objets-là, il y a du silence, mais dans les installations, bien souvent, il y a quand même du bruit. Il y a quand même du bruit qui vient soit d'un objet, soit d'une action, soit... mais voilà, ça c'est... Ce bruit n'est pas forcément un message. C'est pas un message. Non, c'est le bruit d'un objet. Il n'y a pas une symbolique à lire dans l'objet. Non. Comme chez Vermeer, c'est pas toujours facile de lire une symbolique. Il y en a une souvent, mais c'est pas très facile à lire. Ou chez Morandi, par exemple, où le silence s'impose. Mais en fait, c'est ce qui est assez difficile, c'est le fait de parvenir à ne pas illustrer un message, ne pas dire les choses, faire en sorte que chacun y voit, y interprète ce qu'il a envie, tout en ayant quand même des clés pour dire, voilà, cette chose a été faite de telle manière, mais vous en faites ce que vous voulez. Alors, j'ai une question pour toi, Frédéric, si tu veux bien. Est-ce qu'il peut y avoir art s'il n'y a pas message? Il peut y avoir... Quand on parle de silence, on peut imaginer aussi des silences bruissants, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des murmures qui se tapissent sous les objets et au fond ce qu'on va appeler l'interprétation, ce qu'on va appeler l'espèce de prise, c'est la manière dont chacun va développer des espèces de devenir un peu embryonnaires qui sont tapis dans les objets. Voilà, il ne s'agit pas non plus de dire que l'objet serait comme ça pris dans une espèce d'opacité et qu'on lui impose le sens qu'on veut. Il s'agit de dire qu'il y a des murmures et que chacun fait du murmure de l'objet son discours intérieur. J'aime bien l'idée d'un murmure de l'objet. C'est pas mal. Ou un crépitement, oui, c'est assez juste. On est devant une œuvre d'Édith, qui est une œuvre qui a quelques années, beaucoup d'années. Et de quelle année? 2008. 2008. Et elle s'appelle Une seconde de silence. One Second of Silence. One Second of Silence. Et vous voyez ce que c'est qu'affirmer la présence d'une œuvre d'art, comme on met une énorme sculpture dans un parc, avec des tulipes par exemple, et ben on est dans une situation très différente. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette œuvre? Parce qu'on vous parlera ensuite d'une autre œuvre, un autre drapeau, qui n'est pas fait de la même façon et qui a fait du bruit. Alors cette pièce-là, c'est assez particulier. C'est la première fois c'était la deuxième fois que j'allais à New York. Et la première fois où je suis allée à New York, j'ai retrouvé la lumière. C'est un des seuls endroits au monde où je retrouve la lumière de la mer du Nord. C'est New York et Venise.
où il y a ces lumières bleues, vertes, grises. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps sur le roof de l'endroit où je séjournais. Et avant de partir à New York, j'avais un peu exploré ce qui me parlait par rapport à New York. Et en fait, j'avais retenu un très beau film de Raymond Depardon, il avait filmé les gens dans Central Park, je crois, pendant les 10 minutes de silence qui avaient été faites en hommage à la mort de John Lennon. Et donc, pendant 10 minutes, il filme les gens arrêtés, silencieux. Et ce film m'avait vraiment impressionnée. Et donc, je me suis retrouvée à New York et je me suis dit, j'ai envie de filmer du silence. Et en même temps, j'ai envie de regarder ce ciel indéfiniment. Et donc, je me suis dit, comment avoir une excuse quelque part pour regarder le ciel pendant des heures et des jours. Et donc, voilà, j'ai trouvé une matière transparente qui collait complètement au ciel. Il fallait qu'elle ne soit pas brillante, c'était pas facile à trouver. Voilà, il faut pas qu'il y ait du soleil, il faut que le temps soit couvert, mais pas trop. Il faut que la matière soit transparente, mais pas brillante. Voilà, tout ça, c'est la cuisine autour. Et tout d'un coup, le ciel que l'on ne regardait plus existe. C'est vraiment une œuvre d'une beauté extraordinaire, alors qu'on est justement dans le murmure dont tu parlais, Frédéric. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Waouh, oui. Non, mais je découvre, donc c'est pour ça. J'ai juste expliqué le titre, vite fait. One Second of Silence. C'est le temps que met le son quand deux personnes sont à 465 mètres ou 456, je ne sais plus, mètres l'une de l'autre. Le temps que la personne appelle l'autre prend 1 seconde. Donc il y a un décalage d'1 seconde. C'est exactement le sujet de la relation dont on parlait tout à l'heure. Non, oui, c'est vrai qu'on a cet effet où curieusement, c'est la transparence qui fait voir, mais qui fait voir à travers ce brouillage, justement. C'est-à-dire ce qui nous rend visible ce ciel et ce qui nous le rend finalement présent, c'est une variation qui est complètement gratuite, parce que je trouve que dans ces mouvements, il y a quand même un élément de gratuité totale, et c'est vrai que ça a quand même un effet un peu hallucinant, je trouve. C'est-à-dire qu'on devient un peu captif. En fait, il y a un effet de grâce. Ouais, c'est ça. Et c'est assez curieux, parce qu'il y a il y a 2 autres drapeaux que tu as fait, Edith. Et donc, il y en a un qui est un drapeau très différent et qui a fait beaucoup parler, et dont on n'a pas l'image, malheureusement. Mais c'est un drapeau qui est composé de cheveux que tu as fait venir, tu peux raconter, qui est dans un endroit très précis. Voilà. C'est lors d'un séjour à la Martinique. Et en fait, quand je suis à l'étranger, en résidence ou en voyage, j'aime bien aller dans les lieux de production artisanale, je dirais. Et à la Martinique, comme à La Réunion, j'en ai pas trouvé. Le seul lieu de sociabilité et sociabilité manuelle, je dirais, était chez les coiffeuses. Et donc, chez les coiffeuses, c'était un lieu de vie, c'était un lieu où les gens se rencontraient. Il n'y a pas de café à la Martinique. Il y a très peu de lieux. Les gens se voient dans leur maison, en fait. Il n'y a pas de comme ici. Et donc, chez ces coiffeuses, en fait, il y avait une vraie vie sociale, il y avait un vrai échange. Bon, vu les cheveux que j'ai, je n'avais pas à me demander à me mettre des rallonges. Et donc, j'ai quand même acheté des cheveux parce que je trouvais ça fascinant. Et je les ai tout simplement pendus à une corde à linge sur ma terrasse. Vous le voyez derrière nous. Ah bah oui. Et puis, comme ils pendaient à cette corde à linge, en fait, je me suis dit, mais si je les mets de manière verticale, on aura un drapeau fait de cheveux. Et puis, j'étais chez un ami pendant pas mal de temps. Et donc, j'ai lu pratiquement tout Édouard Glissant, qui était dans sa bibliothèque. J'ai découvert Édouard Glissant à l'époque. Et donc, j'ai voulu aller... Bon, la Martinique, c'est minuscule, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, j'ai voulu aller voir la tombe de Glissant dans un petit village qui s'appelle Le Diamant. Et puis, il y a un monument, là, pas très loin de là,
qui a été fait par rapport à un navire d'esclaves qui a comment on dit ça, qui a sombré sur cette côte du Diamant. Et donc là, il y a un monument très, très robuste, on dirait en pierre, avec des bonhommes en pierre. Et je me suis dit, je trouve que ce drapeau a sa place là. Donc j'ai trouvé un bâton et j'ai cousu effectivement les cheveux sur une corde. Et donc c'est devenu cette espèce d'hommage à la fois à ces victimes et à Glissant. Et puis il y a l'an dernier, au moment au début de la révolution des femmes en Iran. Femme, vie, liberté. Les personnes en Iran se sont emparées de l'image de ce drapeau, ce qui m'a fait un grand honneur. Et les gens ont commencé à m'appeler en me disant t'es sur Instagram partout. À l'époque, j'avais pas Instagram. Maintenant, j'avoue que j'ai Instagram. et en fait, ça a fait un effet incroyable. C'était mondial en quelques jours. Et donc, moi, ce qui m'a touchée, c'est aussi le fait que ça soit suffisamment ouvert pour que ça devienne un symbole d'autre chose que ce pour lequel c'était né. Et donc, je donne un tout petit peu d'explication quand je montre cette pièce, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire non plus, nécessairement. Et je crois que c'est valable pour toutes les pièces. J'aime bien donner les titres. Je trouve que c'est important de trouver un bon titre qui résume un peu la pensée qui a été autour d'une production. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire toujours. Je crois qu'on peut très bien... Enfin, ce drapeau, il est interprété de 1000 façons. Ils sont tous interprétés de 1000 façons. Donc, on est vraiment dans l'œuvre infiniment ouverte qui se prête à l'interprétation. Et en fait, la question qu'on se pose toujours, c'est pas est-ce que c'est de l'art, c'est quand y a-t-il art. Et là, il y a art dans la façon dont on s'en empare tous, au fond, d'une façon très, très forte. Me semble-t-il. Et j'aimerais que tu nous racontes une autre histoire maintenant, c'est celle de la façon dont tu t'es emparé de cette vitrine qui est là, et de tout un ensemble, je ne sais pas combien il y en a, 18 je crois, ou 19 24, des 24 vitrines de la Bourse du Commerce. Et c'est très intéressant, vous allez voir, parce que vous voyez à l'intérieur des objets, on parlera des objets, on va y revenir, mais ça a été l'occasion pour toi de faire un travail sur ce qu'est la vitrine. Oui, c'était très intéressant comme travail. En fait, j'ai appris beaucoup sur mon travail en faisant cet exercice de style. Alors, d'abord, j'ai eu la chance de tomber sur des livres assez incroyables. Il y a notamment Aquariorama 2. Alors, Guy Le Tal, je ne sais plus son nom. Donc, c'est un livre qui retrace, en fait... Où est-ce que j'ai ça ? Guy Le Gall, enfin bref, je vous le dirai tout à l'heure. C'est un livre qui retrace l'histoire d'abord des aquariums et de la vitrine. Donc la vitrine a été inventée à l'ère industrielle, à partir du moment où le verre a été industrialisé et où on a pu créer des grandes feuilles de verre. Avant ça, les magasins, les boutiques étaient des maisons ordinaires et les artisans, les commerçants mettaient tout à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, mais il n'y avait pas cette idée de vitrine comme on la connaît aujourd'hui. Et donc, pendant les expositions universelles du début du 19e siècle, l'idée, c'était montrer la possibilité du progrès, de l'industrialisation, etc. Et aussi bien à Paris qu'à Londres, le fait d'avoir tout à coup ces grandes vitres, cette grande transparence, on fait qu'on puisse tout à coup montrer des choses. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre Aquariorama, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que lui cet auteur parle d'abord des aquariums. Donc, on amenait des colonies, des animaux aquatiques, des animaux non aquatiques qu'on mettait dans des vivariums, dans des aquariums. Et on montrait aussi, par exemple, derrière les aquariums, la machinerie. La virtuosité technique, en fait, technique qui les actionnait, en fait. Et donc, l'auteur fait assez bien le lien, un lien assez incroyable, progressivement, avec le fait que, pour la première fois,
on a été à même de voir à travers quelque chose. Donc là, on était au-dessus de la mer et tout à coup, on était dans la mer et on voyait à travers. Enfin, on était dans la mer, dans une fausse mer, mais on pouvait imaginer ce qui se passait dans la mer. Et lui fait le lien progressivement avec l'image vidéo et l'écran d'aujourd'hui, qui est resté cette espèce de fenêtre sur le monde entier, en fait. Et donc, il y avait d'abord ce livre assez passionnant parce qu'il fait des liens avec Baudelaire, avec Roussel Roussel et sa créature qui vit dans l'eau, c'est dans Les Demoiselles, dans Locus Solus. Donc, c'est vraiment un livre passionnant. Et donc, ça m'a appris beaucoup par rapport à cette notion de vitrine. Une deuxième chose, c'est que la bourse de commerce, à l'époque, était un moulin à grains. Enfin, pas un moulin, vraiment un entrepôt à grains. Et ça a été transformé en bourse internationale, avec la grande fresque qui est au plafond, qui rapportait en fait des images venues des colonies, mais de peintres qui n'y étaient pas allés. En fait, c'était des images de seconde main ou de dixième main. Et dans les vitrines, on imagine que c'était les denrées venues de ces pays. Donc, puisqu'on était dans une bourse de commerce, du coton, du blé, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, dès qu'il y a vitrine, on sent très vite que dès qu'il y a vitrine, il y a marchandisation des choses. Dès qu'on montre quelque chose dans une vitrine, ça devient une marchandise. Alors, c'était assez complexe. Donc, c'est une séparation, en fait. Hein, la vitrine nous sépare de la réalité de l'objet ou Elle donne envie. C'est une lèche-vitrine. C'est du désir. C'est du désir, oui. La vitrine donne du désir. Et donc, suite à ce genre de lecture, je me disais, mais comment est-ce possible de mettre un objet en tant qu'artiste qui ne fasse pas objet à vendre ou objet d'art à vendre? Alors ça, c'est dans une des vitrines. Mm-hmm. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit principalement dans ces vitrines d'objets que j'avais dans l'atelier, ou dans des caisses, ou dans la cave, enfin un peu partout. En fait, j'ai remué toutes mes affaires, toutes mes caisses, et j'ai trouvé des objets qui, moi, me parlaient, et dont je ne savais pas, comme c'est souvent le cas avec ce que je fais, si c'était de l'art ou pas. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, si on retire 1 ou voire 2% à la plupart de tes pièces, c'est plus de l'art. Et je trouve que cette personne avait vraiment raison. C'est que tu es juste à la frontière. À la frontière. Mais je ne sais pas quelle est cette frontière personnellement. Alors par exemple, dans cette vitrine, il y a un objet en vitre que j'ai trouvé chez des architectes qui recyclent des anciens bâtiments. Enfin, ils reprennent des choses qui sont issues de bâtiments qu'on déconstruit. Il s'appelle Rotor à Bruxelles. C'est des gens vraiment très intéressants. Et en fait, ça, c'est un test de verre qui avait été fait par le Val Saint-Lambert pour créer du verre irisé. Et j'avais trouvé cet objet assez beau parce qu'on a vraiment cette notion de la coulée du verre. Et donc, il y avait un lien avec la vitrine, évidemment. Il y a un autre objet qui est dans une silice et qui est un objet flottant. Alors, c'est assez récurrent dans mon travail, justement, d'avoir des containers, des vivariums, des aquariums, des choses comme ça, ou des bocaux. Ça vient plutôt de mes moments, je ne vais pas dire ma période, mais mes moments culinaires, parce qu'il y a des moments où je travaille dans la cuisine, ou bien l'atelier devient une espèce de cuisine. Parce que la cuisine, c'est un laboratoire. Maintenant, à peu près tout le monde le sait, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'émissions sur la cuisine, mais il y a une magie de la cuisine. Une mayonnaise, c'est de la magie. Enfin, voilà, c'est physico-chimique, la cuisine. Et donc, moi, c'est un lieu qui me fascine au niveau laboratoire. Et l'autre objet, c'est une peau de mouton que j'avais trouvé de la terre bleue. Ça existe, la terre bleue. Et donc, j'avais recouvert le côté poilu de cette peau de mouton de terre bleue. Et je me souviens que quand j'ai fait ça, les gens qui travaillaient avec moi dans l'atelier m'ont dit « c'est dégueulasse ». Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde m'a dit « ton truc là, c'est horrible ». J'ai dit « ok », je l'ai rangé. Et donc, je l'ai ressorti là en me disant « voilà, puisque ça, c'est dégueulasse, je vais le mettre dans la vitrine de la bourse de commerce ».
Il y a une tension qui est curieuse, c'est que au fond, la vitrine nous sépare des objets, et tes objets se proposent largement au sens. C'est comme si on disait, au lieu de dire science sans conscience, on disait sens sans conscience. C'est un travail sur la conscience, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric ? Ouais, c'est vrai que moi, ce qui m'a, j'ai vu l'exposition, et c'est vrai que la vitrine comme instrument purement commercial, c'est un appel à un mode d'appropriation qui est justement l'appropriation prédatrice. Voilà, ça pourrait être à moi. C'est-à-dire, je pourrais le prendre, etc. Ce qui se propose pourrait être à moi. Et c'est vrai que dans l'appropriation que vous avez tentée avec cette vitrine, on a autre chose. C'est-à-dire, c'est un mode d'appropriation qui crée du propre, mais au sens où on voit les propriétés des objets. C'est-à-dire, c'est autre chose. C'est ça qui me semble vraiment très, très fort. C'est-à-dire la manière dont cette exposition subvertit la fonction de la vitrine qui serait d'exciter l'appropriation prédatrice pour faire apparaître autre chose qui est un mode d'appropriation, mais qui crée de l'espace propre. Enfin, c'est une appropriation qui est beaucoup plus communiante, généreuse, etc. Et je trouve que c'est assez fort, parce que ça rejoint, en tout cas, ouais, ça rejoint une fonction très, très première, qui est voilà, qu'on peut s'approprier. C'est-à-dire, on comprend en quoi, finalement, consommer, c'est le contraire de rencontrer. Voilà, c'est l'appropriation par la rencontre et pas l'appropriation par la consommation qui est dans une espèce de... Oui, qui est toujours une appropriation privative, c'est-à-dire où l'objet devient l'objet d'une jouissance personnelle et propre, et qui doit avoir en même temps comme fonction non seulement que j'en jouisse, mais de priver l'autre de cette jouissance. Tandis que là, c'est offert, donc voilà. C'est vrai mais c'est très intéressant, parce que tes objets sont souvent un peu rétifs à l'appropriation. C'est presque une tradition belge, non ? Ça n'est pas toujours évident de vivre avec ces choses. Moi, je ne parviens pas à me mettre dans la peau d'un collectionneur, puisque je ne collectionne pas. Là, c'est pas très facile à collectionner. C'est un très bel objet. De quoi s'agit-il ? Alors là, il s'agit de ce que j'appelle une couenne de couverture. Une couenne de couverture. Donc, c'est les bords de couverture en laine. C'est un bord en velours très, très usagé que j'ai découpé et qui est trempé dans un liquide. C'est très organique. C'est très organique. Ça a déjà été montré sous pas mal de formes. Hein. Mais là c'est très boyau, en effet. Mais bon, on est près des anciennes halles et tout ça. Il y a un vécu de ça là-bas aussi, en fait. C'est très site-spécifique, en fait. C'est lié, c'est vraiment réfléchi sur le lieu, avec des connotations liées à ce qu'étaient les halles autrefois. Oui. Un endroit pas si bien famé, finalement. Il y a aussi un autre livre, en fait, que j'ai trouvé avant de réaliser. Hein. J'ai mis longtemps avant de me décider à commencer. Et puis après, je suis allée très vite. Mais c'est les chiffonniers. Donc, j'ai eu tout un livre sur les chiffonniers de Paris. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ce livre. Apparemment, oui. C'est vraiment intéressant parce qu'avant que Monsieur Poubelle invente la poubelle, les chiffonniers donc se baladaient la nuit, puisque les gens jetaient tout côté court dans la rue. Mais jetaient absolument tout. Donc on les appelle chiffonniers, mais ils ramassaient pas que les chiffons. Ils ramassaient les os, les poils, les plumes, les mégots, tout, absolument tout. Et absolument tout était recyclé. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans cette idée de produire à nouveau des choses neuves à partir de choses qui viennent du fin fond de la terre. On était vraiment dans cette notion jusqu'au moment des poubelles, tout compte fait, hein, je ne sais pas, où tout était recyclé. Et ce métier était le plus bas dans les classes sociales. Donc un chiffonnier était vraiment une personne réputée malfamée. C'était plus malfamé qu'un ouvrier. C'était vraiment la fange de la société,
parce qu'ils ramassaient les détritus, en fait. Et donc, c'est vrai qu'à la bourse, on a complètement oublié ce passé, mais il est toujours là quand on voit l'historique du quartier, en fait. Moi, je trouve que les collectionneurs belges sont courageux, mais c'est une tradition belge, non, d'être courageux. Ça, je pense aux bulbes de tulipes, je pense à ces collections difficiles, en fait, dans lesquelles ils se lançaient. Et même en art, je dirais, rien ne leur fait peur, il n'y a pas une moule qui les inquiète. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est un jeune pays, en fait, qui a toujours été soit espagnol, autrichien, j'en sais rien, je ne sais pas du tout pourquoi il y a cette... Moi, j'ai quelques explications par rapport à la manière d'être des artistes belges et des Belges en général. C'est dans la mesure où on est... Au-dessus, il y a les protestants. Les Pays-Bas, c'est protestant. En dessous, on est en République. Et la Belgique, c'est un pays catholique avec un roi où on parle 3 langues. Donc, les Flamands, en ce moment, ont toujours des velléités de temps en temps à vouloir être rapprochés des Pays-Bas. Mais si les Flamands belges se retrouvaient aux Pays-Bas, ils seraient perdus avec des protestants. Ça ne marche pas du tout. Il y a une crise de la relation là aussi. Oui, très difficile. Et pour avoir vécu à la frontière française et avoir travaillé moi-même en France, je sais que la structure de la société française est très très différente de la structure de la société belge. La France est beaucoup plus hiérarchique. La Belgique est beaucoup plus horizontale dans les rapports au travail, dans les rapports à un tas de choses. Alors, est-ce que c'est pour ça que les collectionneurs sont plus... Je sais pas du tout s'il y a une relation. Parce que tu leur proposes toujours du très fragile. Alors là, par exemple, c'est une œuvre assez curieuse qui est miraculeuse. Là, on ne voit pas très très bien Alors, ce ballon, ça, c'est une pièce plus ancienne que ce projet-là. Donc ce projet-là, c'est une installation qui a été faite à Fribourg, il y a déjà pas mal de temps quand même, et qui s'appelait « Dieu rend visite à Newton ». Dieu rend visite à Newton. Qui vient d'une nouvelle de Stig Dagerman, qui est un de mes écrivains préférés, même s'il a très très peu écrit, il s'est suicidé très très jeune. Et donc, à Fribourg, en Suisse, on m'avait proposé de travailler avec un laboratoire de nanotechnologie. Et donc, un laboratoire, un petit laboratoire, je dirais, issu d'université. Et donc, c'était un peu, pas le début de la nanotechnologie, mais quand même. En fait, ils découvraient des choses, ils ne savaient pas trop encore vers quoi ça aboutirait et ce qu'ils en feraient de cette nanotechnologie. Et donc, il y avait aussi cette notion, ce qui va être infiniment petit va être aussi infiniment dangereux parce qu'il pourra s'immiscer partout. Donc, il y avait cette peur à la fois de se dire, on vient de découvrir une technologie qui est dans l'infiniment petit, et donc, c'est très intéressant de manipuler l'infiniment petit, mais cet infiniment petit est très dangereux. On l'a vu avec le Covid. Voilà, l'invisible est potentiellement dangereux. Et donc, il m'avait proposé de travailler avec eux et je leur ai proposé de faire une membrane qu'on va voir plus loin. Donc, il y avait cette table dans ce lieu qui était en bois, qui était là depuis des siècles. Et j'ai pensé à une pomme parce qu'en route vers ce lieu, j'avais lu un poème de Michaud qui disait, Jean, tu l'as retrouvé tout à l'heure, en gros, je pose une pomme sur la table, je regarde cette pomme, je suis dans cette pomme, quelle paix. Et je me suis dit, voilà, la Suisse, Guillaume Tell, la pomme. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, je vais fabriquer une membrane, une feuille, qui sera faite à la fois de morceaux de pommes et de morceaux de cette table. Et donc, toute cette exposition tournait autour de cette notion de cette nouvelle matière qui était une pomme-table. Et j'avais mis dans cette installation ce ballon gonflé à l'hélium qui s'est déjà baladé un peu partout aussi, qui a été fait, je crois, en 2003-2004. Et voilà, qui est juste un ballon qui contredisait la gravité de Newton. Voilà. Donc exactement. Alors j'aimerais qu'on regarde
dans les œuvres très fragiles, il y a un film, j'aimerais bien qu'on voit les deux petits films avec les mains qui sont extrêmement beaux. Il y en a 3 d'ailleurs. Il y en a un où, prends-en un, on va le trouver. Alors, c'est un film qui dure 1 minute 54, mais je crois que le phénomène est encore plus court et dépend de la température et que tu as fait je ne sais pas si ce sont tes mains, mais en tout cas, la performance dit beaucoup de ce qui n'est pas visible, alors que le visible est déjà assez sublime. Ça, c'est la partie cuisine. Donc, c'est une membrane savonnée, en fait. C'est de l'eau de vaisselle, quelque part. Et la première fois que j'ai fait cette pièce, alors, quand j'ai recours à la vidéo, c'est parce que que la chose ne peut pas être montrée autrement. C'est-à-dire qu'elle est tellement rapide, intangible, immatérielle, que le seul moyen de la montrer, comme moi je l'ai vu, c'est de la filmer. Alors la première fois que j'ai filmé ça, c'était en Belgique, avec une température assez spécifique. C'est quand même assez particulier. Tu l'as fait en Afrique, tu l'as fait en Belgique. Alors là, c'est dans la baie d'Hudson, à Churchill. J'étais allée là-bas pour faire ce film. Donc là, c'est la partie la plus au nord du Canada. Et quand on est arrivé, il faisait moins 60. C'était trop froid. Et là, j'ai fait éclater j'avais aussi amené des bouteilles d'eau de spa que j'ai fait éclater à l'air libre. Enfin, je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Donc j'ai pris 3 bouteilles d'eau de spa. Et je voulais voir ce qui se passe dans un frigo quand on oublie une bouteille de bulle, de champagne ou de tout ce qu'on veut. Je voulais voir cette explosion, comment ça se passait. Donc je me suis dit, je vais monter une expédition pour aller filmer ces bouteilles. Alors à moins 60, les bouteilles explosaient après 5 minutes. Et puis après, il a fait meilleur, il a fait moins 20. Et comme on était encore une semaine dans cette base, j'ai décidé de faire cette pièce. Et en fait, la membrane, on a dû ralentir le temps de vidéo parce que... à l'œil nu, moi, je voyais que la membrane se figeait directement et s'envolait, mais la personne qui me filmait ne le voyait même pas. Donc, il a fallu ralentir pour qu'il voie ce que moi je voyais. Vous voyez tout à l'heure à quel point c'était fragile, cette membrane qui s'envole, parce qu'elle est glacée tout d'un coup. Alors que dans un pays chaud, c'est tout à fait autre chose. Alors, ça a été fait à Kinshasa. Et donc, là, quand il faisait très chaud, on pouvait plus avoir une surface de ce type-là. Donc, j'ai demandé à un étudiant là-bas avec qui je travaillais de tenir ça entre ses mains de manière plus petite. Et j'aime beaucoup celle-là parce qu'en fait, la manière dont il sert cet objet très fragile et en même temps comme un bijou, c'était tellement significatif par rapport à la situation qu'il y avait à l'époque, mais la situation n'a pas changé. Donc c'est une ville où c'est un pays qui est très 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 pauvre, vraiment pauvre. Les étudiants avaient faim, on devait leur trouver à manger, même nous on avait faim, je dois dire. Et donc il tient cette richesse et on sait que dans le sol de ce pays, les choses restent dans le sol parce que si elles sortaient trop vite du sol, l'économie mondiale serait complètement chamboulée, tellement toute la richesse du monde quelque part se trouve là-bas en fait. Aussi bien en diamant qu'en or, qu'en cobalt, qu'en tout ce qu'on veut. En fait. En minéraux rares, etc. Ouais. Mais ce que je trouve assez extraordinaire, c'est, et je pense que c'est ça la relation que tu nous proposes, que ce soit avec les tissus que l'on voyait tout à l'heure, on va en voir d'autres tout à l'heure, ou bien c'est l'importance que tu donnes aux fragiles, le soin que tu apportes avec ce geste tellement protecteur que tu fais faire là, à ces 2 mains, et qui donne la sensation qu'il n'y a pas de relation possible sans attention à la fragilité. Je voudrais vous montrer une autre vidéo dans laquelle on voit à quel point la fragilité peut créer de la beauté. C'est celle d'au-dessus, je pense, avec un fil de soie. On va voir si c'est la bonne. Voilà. Tu peux éteindre la lumière parce qu'on voit pratiquement pas... Danse avec un fil de soie.
je trouve que là, on a une clé, en tout cas, sur la question de la relation. On a la sensation que des communautés sont à peu près dans cette fragilité-là et que c'est à peu près comme ça qu'il faut s'en occuper, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Frédéric? Tu pensais boire un coup? Je m'étais un peu caché. L'attention à la fragilité. Moi, je découvre ces vidéos et c'est vrai que cette danse fugace, enfin, bon, je ne sais pas si c'est toujours compliqué de plaquer un discours sur des images aussi belles, quoi. C'est-à-dire donc je vais me tenir à un respectueux silence pour cette fois. Si Est-ce que c'est ça que tu attends, Edith, de la part des regardeurs? Quelque chose, une relation silencieuse au fond? Je crois qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, mais certaines vidéos, enfin certaines pièces amènent du silence, ça c'est sûr. Ouais. C'est un hommage d'une certaine façon. Ah oui. Hein? En fait, je déteste les gens qui parlent dans les musées déjà. Enfin, mais ça tombe bien, il y a 25 minutes qu'on le fait, mais heureusement, il y a une question qui va être posée par un étudiant de 2e année, Solène Bonheur, du Collège du Trio, qui est là. De Sciences Po. Ah bon. Alors, où est Solène Bonheur? Ah, Solène. Edith est toute oui. Je me permets juste de préciser que si des élèves du lycée Utrio veulent réagir après, bien sûr, vous le pourrez. Pardon d'avoir tout mélangé. Bonsoir, Madame de Quinte. J'espère que je n'écorche pas votre nom de famille. Ça se dit comme ça. Vous m'entendez bien? Je vous entends très très bien. Ce qui m'a marqué dans votre œuvre, c'est qu'elle interroge beaucoup la relation entre le visible et l'invisible, comme on a pu le voir là. Mais aussi entre la nature et la culture et entre l'homme et l'environnement de façon générale. Et elle interroge vraiment la perception de ce qu'on a la perception qu'on a du milieu. C'est-à-dire qu'elle vise à révéler l'interdépendance que les choses ont avec le milieu, que nous entretenons avec le milieu, le monde qui nous entoure. Et en fait, dans cette nouvelle époque géologique qu'est l'Anthropocène, où justement l'homme a une marque durable sur l'environnement. Pour vous, comment vous vous situez par rapport à ce concept et aux transformations environnementales? Et est-ce que vous considérez de fait que votre œuvre elle est éminemment politique? Et si oui, en quel sens? C'est une grande question. Hein. Alors, comme je m'imprègne toujours du lieu où je suis, que j'y sois pour travailler ou pour faire un projet, évidemment, un peu comme le font en principe les architectes, ou les gens qui vont créer un projet, quel qu'il soit, même si ce n'est pas de l'architecture, ça peut être un projet humanitaire, on s'imprègne du lieu, on essaie de le comprendre, on essaie de le sentir et de le palper, de palper à la fois les humains, tous les êtres, le minéral, le végétal, l'animal, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'imprègne. Alors, est-ce que c'est suffisant pour dire que mon travail politique, je n'en sais rien. Je n'ai pas envie de me prononcer non plus là-dessus. Parce qu'en fait, je trouve que ça serait un manque de respect vis-à-vis des gens qui sont vraiment militants. Les femmes qui ont un vrai combat féministe, qui font des manifs, qui se battent, ou les gens qui se sont battus pour les droits sociaux, etc. J'avoue n'avoir jamais fait une manif de ma vie, donc je ne vois pas de quel droit je me dirais artiste politique. Maintenant, est-ce que le fait d'être une femme, mère de famille, venant d'un milieu qui s'y prêtait pas nécessairement, et de créer depuis des années, depuis que j'ai 5-6 ans, comme je le disais tout à l'heure, un corpus de travail, est-ce que ça, c'est avoir une vision politique? Peut-être. Mais je ne revendique pas du tout le statut d'artiste politique parce que je trouve que
comme je ne l'ai jamais revendiqué, je ne vais pas tout à coup avoir l'opportunisme de me dire « Ah oui, mais l'anthropocène, moi, je l'avais senti bien avant tout le monde ». Ça serait complètement malhonnête. Pour le féminisme, c'est pareil. Beaucoup de gens me disent « Est-ce que vous êtes féministe ?» Je dis « Oui, évidemment, en tant que femme, on est féministe. » Mais je ne dis pas, voilà, Edith de Keane féministe. Je connais des jeunes personnes qui le font. Je travaille avec une jeune graphiste en ce moment qui est formidable. Et il a écrit sur son site son nom, artiste, lesbienne, militante. Voilà. Et voilà, c'est dit, elle le fait, elle a 35 ans. Moi, je n'ai jamais fait ça, donc je ne vais pas commencer par opportunisme à m'inventer un militantisme. Si on y voit un aspect politique, si on lit entre les lignes, oui, pourquoi pas. Quand même, Edith, il y a un côté, quand je lis simplement les cartels des vitrines dont on parlait tout à l'heure, et que tu dis ruban en plume de coq utilisé à Sao Paulo, rouleau de latex naturel provenant de la sève de l'Évéa Brésil, il y a une attention au contexte d'apparition et peut-être à la prédation mondiale, au système des échanges, au système à la décolonisation, voilà, qui donne la sensation qu'il y a un souci de rendre justice à ce qui a été pris, ce qui a été collecté, ce qui a été l'histoire de chaque chose et de chacun. Oui, tout à fait, ça je suis d'accord, mais c'est pas... Par exemple, dans les cartels de la bourse, c'est une manière de dire, voilà, ces matières, elles ne sont pas innocentes, certaines matières ont du sang, pas sur les mains, mais sur elles-mêmes, et je crois que définir chaque objet en fonction de sa nature par rapport à ce qu'il invoque, bon, je dirais que un des exemples extrêmes, ce serait de montrer, je ne sais pas, une drogue dure qui fait des ravages et dire voilà qu'elle a autant de sang telle pilule a autant de kilos de sang autour d'elle. Voilà, il y a des artistes qui font ça. Moi, je ne fais pas ça. Encore une fois, c'est aux visiteurs de le comprendre ou de se dire tiens, c'est vrai que ce latex, un élastique que je vais mettre dans des cheveux ou autour d'un bocal, ça vient du latex qui vient de l'autre bout du monde. Les prochains projets que j'ai envie de faire, par exemple, c'est des projets faits avec des objets recyclés de téléphones, donc des matériaux, des terres rares, par exemple, et des minerais rares, qui sont récupérés depuis des téléphones portables, des puces, etc. Est-ce que c'est militant ? Oui, un petit peu, mais il ne faut pas exagérer. Je ne vais pas changer le monde en faisant ça. C'est juste une manière qui, moi, ça m'intéresse de savoir que des enfants... Enfin, ça m'intéresse. Ça me touche de savoir que ce qui fait fonctionner nos téléphones portables, c'est notamment le cobalt qui vient d'Afrique centrale. Et ce sont des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt. Et ça, évidemment, je ne peux pas ne pas être touchée en tant que citoyenne par rapport à ça. Mais ce n'est pas pour ça que je me dis... politique. Frédéric, tu veux réagir là-dessus ? Oui, parce que moi je trouvais ça très politique, donc mais après c'est de l'interprétation sans doute. Pourquoi ? Pour deux choses. D'abord, effectivement, je reviens même à ce que je disais au départ, c'est-à-dire ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise, c'est précisément de faire oublier le fait que derrière un objet, il y a du travail, il y a des rapports sociaux, et c'est cette espèce de mensonge qui pourrait nous faire penser que l'objet peut valoir et exister en lui-même qu'il faut casser. Et en ça, c'est vrai que c'est un geste qui en tout cas, répond à cet impératif de dévoiler ce qu'il y a derrière les objets. Et deuxième chose, je trouve aussi que ce soit ce que vous faites ou d'autres formes d'art, on sent quand même que ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de proposer des modes d'appropriation alternatifs par rapport au seul qui vaille, c'est-à-dire l'appropriation prédatrice, privative, destructrice, etc. C'est-à-dire l'appropriation consacrée par la propriété privée. Voilà. Donc, là, je veux dire, ces autres appropriations qui sont proposées, c'est l'équivalent. Si vous prenez des mouvements politiques comme les ZAD, les zones à défendre, comme les occupations, c'est des modes d'appropriation.
différents, alternatifs. Et la manière de montrer des objets précisément qui sortent de leur être marchandise pour faire valoir derrière une histoire, c'est des modes d'appropriation alternatifs, j'allais dire, dont on a besoin, au sens où ce dont crève la civilisation aujourd'hui, c'est de cette prédominance absolue dont a bénéficié l'appropriation privative. Voilà. Je veux dire l'appropriation qui prive les autres. Non seulement qui prive les autres. Le privatif à double sens. Oui, et le double sens, il est là. C'est-à-dire, je jouis de l'objet et j'en surjouis du fait que je prive l'autre de la jouissance, avec la destruction derrière. C'est ce qu'on disait quand tu t'énervais de me voir parler latin, parce que tu trouvais que c'était, quand je disais... la définition latine de la propriété, c'est ius utendi et abutendi, c'est-à-dire le droit d'user et d'abuser. C'est à moi, donc je peux le détruire, j'en fais ce que je veux. Et ça, je veux dire, ce rapport dans lequel la propriété comme propriété privée se réalise dans la destruction de l'objet, ben voilà, on est... Le problème après, je trouve, c'est en ça que l'art fait des propositions politiques intéressantes. C'est qu'au niveau du débat, on dit oui, mais tout ça, c'est le problème de la propriété privée, il faut restaurer les communs, etc. Mais je veux dire, c'est pas un problème de changement juridique. Le problème, c'est de réinventer des autres appropriations. Et je trouve que c'est ça, les voies politiques nouvelles, elles sont là-dedans. Comment réapproprier l'espace, comment réapproprier... quand vous parliez de l'anthropocène, c'est tout à fait ça. C'est vraiment réapproprier les... Voilà. Donc voilà pourquoi je trouvais ça politique. Vous pouvez user d'édite sans abuser en posant quelques questions. Bonjour Edith, bonjour à tout le monde. Merci pour ce partage magnifique. J'ai l'impression que dans votre travail, c'est une interprétation. C'est comme si vous vouliez faire disparaître toute forme d'intellect, même faire disparaître l'humain pour faire rejaillir la nature, rejaillir vraiment l'organique, le minéral, la matière. J'aimerais savoir ce qui vous plaît en fait sensuellement quand vous travaillez une matière. Quelle est la matière que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous a à un moment donné, rempli le cœur dans un travail, dans un de vos travaux qui vous a complètement transporté au niveau sensuel, au point de ne même plus penser du tout. Voilà, si c'est arrivé. Pardon pour une question qui peut être un peu très personnelle, mais merci. Non, c'est une bonne question. Alors, je me suis aperçue il y a assez peu de temps, pour être honnête, que dans tout ce que je pouvais réaliser, et qui peut aussi être réalisé par d'autres que moi, à partir du moment où on décide de faire telle ou telle chose, il y avait un côté performatif. Que ce soit un dessin, mes dessins, n'importe qui peut les faire puisque c'est une manière de faire et on continue et on les fait. Que ce soit un objet, que ce soit... voilà, c'est à chaque fois, il y a quelque chose de processuel et de performatif. C'est pas pour ça que le fait... Alors, pour les réaliser, bien souvent, il faut qu'on se mette, moi ou les autres, dans un état psychique particulier. Il faut entrer dedans, il faut un petit temps. Et à partir du moment où on commence, certains font très mal aux doigts, par exemple, et donc on doit faire des breaks, mais on n'a pas envie de faire les breaks. Donc voilà, on est comme ça dans ce langage, avec cette matière, etc. Et je ne peux pas dire que je trouve un plaisir nécessairement. Il y a le plaisir du temps. Alors, est-ce que le plaisir est dans la notion de plaisir comme on l'entend aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est déjà que la notion de plaisir? On peut avoir le plaisir du travail bien fait, même si ce travail a été laborieux quelque part. Et donc je ne recherche pas le plaisir dans le travail, même si ça m'apaise énormément. Et je crois que ça apaise tous ceux qui le pratiquent, tous ceux qui le font avec moi, j'espère que ça apaise ceux qui le découvrent. Mais je ne peux pas dire que je prends mon pied en travaillant. Je prends mon pied en allant nager tous les matins.
Ça oui, l'eau, ça c'est incroyable. Le contact avec l'eau, le contact avec les éléments naturels, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, qui m'apporte énormément. Et j'en ai besoin, étant donné la concentration que demandent certaines pièces. J'ai vraiment besoin de ça. C'est un moment plutôt méditatif, hein, où les idées passent. Mais dans le fait du faire, il y a aussi une violence par rapport, quelquefois, à son corps, par rapport à son temps, par rapport à l'objet lui-même. Je ne sais pas, j'ai fait l'an dernier, je ne sais pas si j'en ai mis des images. J'étais très en colère voilà. Il y a beaucoup d'autobiographiques, même si ça ne se ressent pas nécessairement. Mais voilà, c'est dedans. L'an dernier, j'ai fait toute une série de pièces où j'étais très en colère du fait de la disparition de quelqu'un. J'ai cassé plein de vitres. Et puis après, je me suis dit, je vais les raccommoder. Vraiment raccommoder. Pas les recoller, les raccommoder. Et donc, je les ai recousus sur des tissus. Je les ai refaites entièrement. C'était pas drôle. Ça coupait, ça piquait, ça faisait mal aux doigts, c'était une concentration énorme d'aller au-dessus, en dessous. C'était pas un plaisir, mais une fois qu'on était dedans, que j'étais dedans, j'exorcisais quelque chose. Donc c'est pas, voilà, je peux pas dire que c'est complexe, hein, cette notion du plaisir de faire. Je crois que quand on fait de la poterie, par exemple, ça c'est un plaisir. On travaille la terre. Voilà, il y a quelque chose de jouissif à travailler la terre. Ça m'arrive de travailler la terre. Ça fait du bien, ça détend. Voilà. Je ne sais pas si dans ma pratique, je vais chercher le plaisir. Par exemple, ces quelques vidéos, elles ont l'air comme ça, très, très fluides, etc. Mais si vous voyez le making-of, bricolé d'ailleurs, toujours, qu'il y a autour, c'est très complexe. Vous avez entendu? Donc, vous avez tous entendu ou pas? Oui, bon. Disons que l'atelier, ça sert à se préparer à l'accident. C'est ça l'atelier pour moi. Quand je dis que c'est de l'entraînement pour choper le moment, la vision, l'objet qui traîne pas, parce que je récupère pratiquement tout. Il y a peu de choses que j'achète. Donc c'est trouver l'objet, c'est le regarder, c'est filmer telle situation. Et tout ça, c'est l'entraînement de l'atelier. Et donc voilà, de cet atelier naissent des objets qui vont après partir, vivre leur vie chez des gens, etc. Ça, c'est encore tout un autre aspect du travail d'un artiste. Mais je construis pas. À New York, c'est vraiment ça. Je me suis dit, c'est quand même sympa d'être sur ce toit, regarder le ciel. Et puis, il faisait quand même 40 degrés. Et je me suis dit, je sais pas. Oui, il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, j'étais à Brooklyn, les Américains mettent des drapeaux dans tout leur jardin. Magritte. Voilà. Et donc, on a tout de suite ce rapport. Le drapeau, c'est un rapport à la mer, évidemment. Quand on est gosse, on regarde s'il est jaune, vert ou rouge. C'est l'obsession. Enfin, moi, c'était l'obsession. Est-ce qu'on pourra aller dans l'eau ou pas? Donc ça, pour moi, c'est devenu d'office. C'est venu tout simplement le fait que ce soit un drapeau. J'ai d'abord essayé avec un drapeau bleu. Donc, j'ai acheté plein de tissus bleus. Puis, je me suis dit, mais non, il n'y en a aucun, évidemment, c'est la robe couleur du ciel ou couleur du temps. Ça n'existe pas, un tissu couleur du ciel. Et donc, je me suis dit, la seule chose couleur du ciel, c'est une chose transparente. Donc, voilà. C'est du process, c'est jamais du projet. Très, très rarement, vraiment. Tu le remets? Bonjour, moi je m'appelle Célène Altuntas et je fais partie du lycée Maurice Trio. Ma question, ça serait plutôt sur les poils de mouton que vous avez recouverts de terre bleue et que vous avez rangés après les jugements que vous avez reçus. Est-ce que vous l'avez rangé justement par peur de ce jugement et vous l'avez ressorti comme une revanche? Et la deuxième question, ce serait, est-ce qu'il y a d'autres travaux que vous avez rangés après des remarques? Ah non, j'ai quand même pas peur du jugement.
Non, non, j'ai absolument pas peur du jugement. Heureusement, vu les pièces que j'ai déjà faites avec du sang, de cheval, avec mon sang, avec un tas de choses comme ça, c'est pas très grave si les gens disent ah, là c'est dégueulasse. Ça me gêne pas du tout. C'est juste, je m'étais dit ah bon, ok, je le range, je le roule et je le range. Parce que si je laisse tout ce que je fais aussi dans l'atelier, on est tout de suite envahi. Parce que voilà, c'est comme ça. L'entraînement, c'est de l'entraînement. Donc il y a beaucoup de choses qui sortent en fait. Et donc voilà, il était resté en attente. Il y a plein d'objets comme ça qui sont en attente. Et la deuxième question, je ne sais plus. Est-ce que tu as renoncé? Non, tu n'as pas renoncé à des objets. Je crois que c'était ça. C'était sur le renoncement. Non, si ça m'arrive, si j'y pense, ça m'arrive de renoncer à un objet parce que je trouve qu'il n'est pas cohérent par rapport aux autres choses que j'ai pu faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tout à coup on fasse quelque chose et on se dit ça c'est pas moi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais cette chose ne me ressemble pas. Ça arrive. Je crois que ça arrive à tout le monde de faire des trucs on se dit mais pourquoi je fais ça en fait. Non, parce que s'ils ne sont pas cohérents vis-à-vis du reste, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas... Alors je les jette carrément à la poubelle, hein, je les jette. Oui. Quand je me doute qu'il y a un petit truc, je les garde. Pas tous. J'avoue que j'ai vécu longtemps dans une économie qui était précaire et que tout ce que je faisais, après 2 mois, je jetais à la poubelle, ça a duré 20 ans. Donc voilà. Une autre question? Est-ce qu'il y a des artistes, morts ou vivants, qui vous procurent des sensations comme celles que vous éprouvez quand vous nagez? Très bonne question. Vermeer, vraiment. Vermeer, c'est l'émotion à chaque fois. Il ne faut pas aller le voir en ce moment, je crois qu'il y a un monde fou. C'est facile. J'avoue que c'est facile, mais quand on pleure à 17 ans devant un Vermeer, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je pense qu'on a plus facilement, personnellement, cette sensation avec la musique, par exemple, qui est plus abstraite et qui vous emporte dans un temps, dans un lieu, dans un ailleurs. Moi, je l'ai plus facilement, même si je suis artiste visuel, j'ai plus facilement ce sentiment-là avec la musique, avec le vent, avec des choses comme ça, qu'avec... Alors évidemment, il y a des figures comme ça qui sont des icônes pour moi, vraiment. Mais la sensation de nager, c'est différent de la sensation... C'est différent. Pierrot, Morandi, est-ce que tu avais fait une étude sur Piero della Francesca au tout début? Tout début, juste après mes études. En fait, comme je voulais être architecte, j'ai fait quand même les arts visuels. Et puis, j'aimais beaucoup le Quattrocento. Et donc, je suis allée dans la région de Monterchi, San Sepolcro. Et là, à l'époque, il n'y avait pas encore les résidences, tout ça, ça n'existait pas. Et il y avait un appel à projet pour que des artistes, des historiens de l'art du monde entier viennent travailler autour des peintures de Piero della Francesca et des écrits qui existaient par rapport à lui pour créer un centre Piero della Francesca. Et donc j'ai postulé et j'ai été très étonnée. Ma candidature a été retenue. Et c'est fabuleux parce que, je donne un tout petit exemple, mais c'est par exemple la Madonna del Parto à Monterchi. La Vierge enceinte du cimetière de Monterchi. C'est une pièce qui maintenant est dans un musée dans la ville, mais qui, quand moi je l'ai vue la première fois, était dans une chapelle, une toute petite chapelle. Et donc cette Madone est enceinte, c'est la seule Madone enceinte. Et en fait, en face de la peinture, donc on a comment on appelle une fenêtre, un oculus. Et en fait, à chaque solstice, l'oculus, le cercle vient pointer sur le ventre de la Madone. Ça ne marche plus. Hein, ça ne marche plus au musée. Et donc voilà, ça c'est une pièce incroyable. Il y a aussi la Legenda Aurea, la légende de la croix, qui est
Arezzo, et qui est en désordre. Qui est en désordre, mais en même temps, quand on étudie la manière dont le bois de la croix est posé, il y a des convergences comme ça de continuité d'image. On est en 2 dimensions, mais si on retrace en 3 ou 4 dimensions, les poutres se complètent d'une époque à l'autre dans l'espace. On ne peut plus voir ça. C'est frappant par rapport à son travail, c'est que ce que tu remarques dans la Madone de Monterchi, ce n'est pas le tableau extraordinaire qui maintenant est à côté, très près, hein, de toute façon c'est à Monterchi aussi, c'est le rayon de lumière. C'est toujours le micro-événement où c'est des relations presque invisibles entre des inclinaisons d'orthogonales d'une croix à l'autre. Donc c'est souvent l'imperceptible, presque l'inframince qui te retient. Un peu de poussière peut-être, comme tu voyais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était le film? Tu peux le remettre, le film qu'on voyait tout à l'heure? On voyait un peu de poussière poussée par un balai. Et on terminera là-dessus, si ça vous convient. On n'a pas donné d'artiste contemporain. Ah, contemporain, vivant. Ou mort récemment. Vivant, David Ammons, sans aucune hésitation. Mort, Agnès Martin. J'ai pas vu l'expo encore. Je ne connais même pas l'artiste, pour être honnête. Ah. Donc, bon, pas mal, David Ammons, quand même. C'est juste. Hein, merveilleux. Alors, ça, c'est une pièce qui a été faite pour la première fois au Wills, qui est un centre d'art contemporain à Bruxelles. Et en fait, j'avais envie de faire un tapis depuis longtemps, enfin de faire un tapis en poussière domestique. Et donc j'avais demandé aux Wills, quelques mois avant l'expo, de garder tout ce qui était dans leurs aspirateurs. Et je voulais vraiment faire un vrai tapis, avec la poussière. Donc j'ai fait des tests chez moi. J'étais à Berlin à ce moment-là, j'ai gardé les contenants des aspirateurs et j'ai fait des espèces de trucs pas très très clean. Et ça ne me faisait pas parce que cette poussière se figeait. Et donc je me suis dit, en fait, ce que tu veux, c'est pas un tapis qui ne bouge pas, tu veux un tapis qui bouge. Et donc je me suis dit, avec cette poussière du Wills, je vais faire un tapis qui bouge. Et pour qu'il bouge, il y a donc une lampe avec qui a une forme rectangulaire, qui est une lampe vraiment particulière. Hein. C'est tout un dispositif. Et donc cette lampe tourne sur elle-même. Et à chaque fois, dans le cas du Wills, c'était un gardien qui venait balayer et modifier la forme du tapis pour que le tapis suive la lampe. Et donc ça s'appelle Mille et une nuits parce qu'il y a cette notion c'est devenu un tapis volant. Et les gardiens Wills étaient tous des gens venus d'Afrique. Et en général, c'est les gens qui balayaient dans les rues. Et donc il y avait comme ça un lien entre ces gardiens qui balayaient cette poussière un peu magique, comme quelque part. Parce qu'en fait, la poussière du Wills, c'était très blanche. Parce que comme ils détruisent et ils refont toujours des murs en plâtre, la poussière n'était pas du tout grise, elle était blanche. Pareil, après j'ai montré ça à Venise, ça c'est une image de Venise. Et à Venise c'est pareil, on a récolté la poussière de l'arsenal de Venise qui est blanche parce que les cailloux tout autour sont blancs. Et donc cette poussière était très très blanche. Ce qui a amené à des interprétations que je vous laisse imaginer. Donc voilà. Très belle pièce. Il y avait une dernière question et puis nous séparons. Je crois que j'ai entendu quelqu'un qui souhaite. Merci. Moi, je voulais savoir à qui vos œuvres elles sont destinées et vous attendez quel genre de réaction par rapport à quand vous présentez ces œuvres, par exemple les vidéos ou les images. Quelle réaction vous attendez de ceux qui les voient du coup?
Justement, je n'attends rien de particulier. Puisque c'est très ouvert, j'attends des surprises et des interprétations variées. Force est de constater que les enfants interprètent beaucoup plus facilement que les adultes en général. Parce que les adultes ont toute une culture, ont tout un tas ont déjà une vision culturelle des choses qui fait que la perception est déjà éloignée. Mais je n'attends rien de particulier, en fait. J'attends des surprises et des interprétations. Je ne sais plus, une personne Esther, c'est ça ? Esther m'a dit tout à l'heure que le drapeau, quelqu'un parmi vous, dans le drapeau de cheveux, avant de connaître les origines, le titre, etc., a dit on dirait un drapeau de corsaire. Je trouve ça génial. C'est vous, bravo, c'est super. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Edith, bravo.